Bien, merci d'être venu aujourd'hui. Donc, on va écouter donc le docteur Anouk Amestoy, qui est donc pédopsychiatre, coordinatrice du CRA Aquitaine, centre expert Asperger, qui est bien sûr à l'université en complément à l'université de Bordeaux, et elle fait partie également de l'INSIA, laboratoire, donc unité de recherche CNRS. Donc, cher Anouk, je suis très heureux de te recevoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. En 1h30, on est sur le transmissif. J'espère qu'il y aura des interactions. Moi, ce qui m'interroge dès le départ, je pense que dans ta conférence, il y a une partie socio-historique qui est importante, comprendre un peu les mots, leur résonance, les croyances qu'il peut y avoir vis-à-vis justement de l'autisme. Et les avancées de la connaissance scientifique font que quelques tabous tombent aussi. Donc ça, c'est important, en tout cas, je pense. Donc il y aura une partie, je pense, de cadrage qui est important scientifique. Et puis après, l'aspect aussi très concret, comment, justement, une personne dite handicapée peut être en situation de handicap. Et donc, on peut, justement, parfois changer des petites choses dans l'aménagement, dans le rapport à autrui, dans l'aménagement parfois spatial, dans la formation, qui permettent, justement, d'être une personne qui va être dans une formation soit universitaire, soit à l'école, soit au collège. Donc moi, j'ai noté deux petites choses importantes sur lesquelles je reviendrai de temps en temps, et j'espère qu'il y aura aussi des questions. Ce n'est pas simplement un handicap, il y a des conséquences. Ça peut être aussi un handicap de type social, on va le voir ensemble, de type sensoriel également, et puis également le handicap de type invisible. Et là, c'est important, l'invisibilité, je pense, est très importante pour faire émerger des choses. Et in fine, j'espère qu'on va faire tomber quelques idées reçues, des freins à l'inclusion, alors que justement, on peut avoir quelques petits conseils qui nous permettent de mieux comprendre les situations, de mieux interagir ensemble. Et puis peut-être qu'on parlera également de résonances émotionnelles qui sont importantes pour ces jeunes-là et ceux qui sont en interaction avec eux, qui peuvent être des profs, des enseignants, des aidants, des accompagnants. Donc Anouk, voilà le programme que je t'ai demandé de faire, donc j'espère que tu vas bien réagir à cela. Et je te laisse la parole. Voilà. Donc je ne suis pas une experte de la pédagogie, mais je suis invitée pour venir échanger avec vous, interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. Et donc la thématique que vous a résumée Éric Dugas, c'est tout à fait celle que je me suis préparée à vous proposer, qui est une réactualisation un petit peu des concepts liés à l'autisme, donc à ce trouble qui est un trouble neurodéveloppemental qui touche des enfants, des adolescents et des adultes, d'accord, et de vous donner un peu un aperçu des apports un peu scientifiques depuis une soixantaine d'années maintenant, mais qu'on a vu arriver en France peut-être un peu tardivement d'après plusieurs personnes. Donc de refaire un petit récapitulatif de ces apports des neurosciences et qu'est-ce que ça a modifié dans notre compréhension de l'autisme et du coup qu'est-ce que ça peut apporter comme adaptation dans nos pratiques quotidiennes et dans nos accompagnements et notre accueil de ces personnes au quotidien et surtout donc dans nos classes et dans leur avenir professionnel. Alors, je vais donc commencer par vous faire un petit peu un retour historique et ensuite on abordera une réactualisation des aspects scientifiques. Alors, l'autisme, c'est un trouble qui est identifié depuis plus de 100 ans, mais les premières descriptions, elles datent des années 40. D'accord ? Il y a deux noms qui sortent et qui sont deux noms qui sont à retenir quand on parle d'autisme, qui sont les pionniers, qui sont les premières descriptions des tableaux cliniques d'enfants. D'accord ? On est sur des tableaux cliniques d'enfants qui présentent des manifestations comportementales et relationnelles atypiques. Et donc, ce sont Léo Kanner et Hans Asperger qui, à peu près à la même période, ont décrit des tableaux cliniques d'enfants qui avaient comme principale caractéristique des particularités sociales, un retrait social, un isolement social et un autre ensemble de troubles qui étaient associés. La différence entre ces deux tableaux cliniques, ça a été surtout que Léo Kanner a décrit des enfants qui avaient associé à ce retrait relationnel des difficultés de langage, des difficultés de communication et donc un retard de développement. Donc ça a posé un peu les bases de notre représentation de l'autisme, d'un enfant qui a des comportements de flapping ou des comportements particuliers et surtout qui ne parle pas, qui est dans son coin et qui est isolé. Hans Asperger, qui a fait ses écrits qui n'ont pas été traduits avant les années 80, donc qui ont été réintroduits plus tardivement, lui avait décrit des enfants qui avaient des particularités de contact social et des troubles de la relation, mais qui avaient, eux, le langage et qui avaient un niveau de communication qui était préservé, un niveau d'intelligence qui était préservé. Donc c'est ça qui différencie les tableaux et qui nous donne à mesurer
qu'on est face à un trouble qui va être très hétérogène, puisqu'il va pouvoir, dès le début des descriptions cliniques, toucher des enfants qui ont une efficience intellectuelle qui est abîmée et des enfants qui n'ont pas une efficience intellectuelle qui est abîmée. Donc on va voir comment se met progressivement la notion de spectre et de dimension. Donc, des années 40 aux années 70, on assiste à cette émergence du mot autisme et cette émergence de ces tableaux cliniques qui sont là, un peu les bases de nos sémiologies médicales et qui, pendant très longtemps, restent apparentés au tableau de psychose infantile et rattachés à la schizophrénie, notamment aux États-Unis, d'accord, pendant plusieurs décennies. Il faut attendre les années 70 pour que, justement, poussés par des travaux en imagerie, en électroencéphalographie, des travaux de recherche qui sont plus cérébrales et plutôt neuroscientifiques que psychologiques, on aboutit à un changement un peu de référentiel qui arrive dans les classifications médicales et disparaît cette notion d'autisme qui, donc, du coup, était attachée à des grands cadres nosographiques de maladie mentale, d'accord, de psychose. Donc, on la détache, cette notion d'autisme est détachée de ce cadre nosographique-là et on voit apparaître la notion de trouble envahissant du développement. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que cette notion de trouble envahissant du développement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'entend plus beaucoup parler de la notion d'autisme, donc c'est pour faire un peu une fracture avec les représentations qu'on avait auparavant, d'accord, qui étaient portées par les descriptions cliniques initiales. Et c'est le développement qui est mis en avant, le développement cérébral. Et quand on voit la définition du trouble envahissant du développement, attaché à ça, ce qu'on appelle trouble envahissant du développement, c'est des déviations du développement des fonctions psychologiques qui sont nécessaires à l'entrée dans la socialisation et à la communication. Donc tout d'un coup, dans les années 80, donc c'est la classification des années 80, on parle de déficience des fonctions psychologiques et on ne parle plus de maladie mentale ou de maladie psychique. Des années 80 aux 90, ce qui se passe surtout, c'est qu'on a beaucoup de travaux qui émergent, plutôt dans les pays anglo-saxons, mais également en Europe, et qui se différencient en trois branches. Des travaux qui sont très neuroscientifiques, qui vont être basés sur l'encéphalographie, donc sur l'évaluation du cerveau en activité, sur plus tard l'imagerie, puis l'imagerie fonctionnelle. D'accord ? Donc on va voir comment fonctionnent ces cerveaux en général, partout un peu en neurosciences, et donc on va pouvoir avoir des chercheurs qui s'intéressent à comment fonctionnent les cerveaux de ces enfants qui présentent des tableaux cliniques d'autisme. Associé à ça, on a tout un courant d'études génétiques qui s'intéressent aussi à l'autisme et qui, au fur et à mesure, font des découvertes qui permettent d'avancer aussi sur la compréhension du trouble. Et notamment, ça vaut le coup d'en parler puisque c'est les premiers travaux qui ont été signifiants dans l'autisme. Ce sont des travaux français, donc c'est une équipe française qui a trouvé les premiers gènes qui étaient impliqués dans l'autisme. Donc en 2003, c'est un peu plus tard. Et puis le troisième courant un peu de recherche scientifique, c'est les courants qui sont liés à la psychologie de développement qui est très développée depuis les années 70 et les travaux qui sont aussi liés à la psychologie cognitive ou à la science cognitive. D'accord ? Donc là, on évalue comment fonctionne le cerveau, comment les comportements sont associés à un fonctionnement cérébral sous-jacent. Et notamment, ce qui est décrit et ce qui est important pour notre propos, c'est que dans ces années-là, on commence à s'intéresser à ce qu'on appelle le cerveau social. De nombreux travaux, qui ne sont pas forcément tous reliés à l'autisme, ni qui ont l'objet de l'autisme, s'intéressent à comprendre comment le cerveau et quelle zone du cerveau va entrer en activité lorsqu'on est dans des comportements sociaux et dans des relations sociales. Et ce que ces travaux nous amènent à dire, c'est qu'il existe un substrat, un cerveau social qu'on arrive à définir. Il y a des zones du cerveau qui sont des zones dédiées, d'accord, à nos activités sociales, dédiées à notre rentrée en relation avec autrui, et du coup, qui, dans le cas de déficit ou de déviation, pourrait expliquer des désordres des comportements sociaux et des interactions sociales. Donc ce cerveau social commence à être décrit de façon très anatomique et très fonctionnelle, d'accord ? Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui pour mieux comprendre les anomalies qu'on retrouve dans l'autisme. Et justement, quand tu vas parler de résonance de type émotionnel dans les interactions, c'est là où on voit toutes les avancées de la connaissance scientifique avec les fameux neurones miroirs qui révèlent que justement, il y a des activations qui se font quand on observe ou quand on fait aussi. Et ça, je pense que ça va être important à développer. Les neurones miroirs, donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, sont effectivement une des découvertes qui a beaucoup
beaucoup nourri la compréhension du trouble du spectre de l'autisme. Alors si maintenant on revient un peu, parce que finalement c'est des résultats qui datent entre les années 90 et les années 2010, vous voyez, on est en 2020. Là on commence à comprendre que ces choses sont un peu plus complexes que celles qui émergeaient de ces travaux précoces sur les neurones miroirs, mais on va en discuter. En tout cas, ça a été un vrai tournant dans la compréhension de l'autisme. Ce qu'il faut qu'on entende, c'est que l'autisme devient pour ces chercheurs et ces neuroscientifiques un peu le prototype d'accord, du trouble du développement du cerveau social, puisque le nœud de l'autisme, c'est la compétence sociale déficitaire ou atypique et qui a du mal à se développer. Donc ces enfants et ce trouble devient aussi le prototype de la déviance de cette fonction-là. Donc pour les gens qui font beaucoup de sciences cognitives sur le social, ça devient aussi une pathologie qui enrichit beaucoup les connaissances scientifiques. En parallèle de tout ça, ce que je vous mets sur cette diapositive, c'est qu'au-delà du mouvement qui se passe dans le corpus scientifique et dans la recherche en neurosciences, vous avez à côté de ça un système de vases communicants, c'est-à-dire que ces résultats-là alimentent des changements des pratiques, d'accord, et orientent vers un accompagnement qui est beaucoup plus ajusté à ces découvertes scientifiques et cette compréhension de l'autisme. Ces pratiques de prise en charge, elles ont du mal à émerger en Europe. Et depuis les années 96, on assiste en France donc, à un développement d'une meilleure compréhension par une connaissance plus scientifique de ce trouble et à également tout un courant et une dynamique qui demande que la prise en charge soit adaptée et ajustée à ces découvertes scientifiques. Donc c'est pour ça que je mets en parallèle pour que vous compreniez aussi pourquoi ce trouble a aussi alimenté de nombreux débats et a été source de beaucoup de discussions à plusieurs niveaux et ont abouti notamment à de nombreux textes, donc de nombreuses recommandations. Il y a peu de troubles en pédopsychiatrie ou en troubles du développement chez l'enfant qui font l'objet d'autant de textes et autant de recommandations dans les pratiques, et que ces recommandations sur les pratiques, elles se basent sur les recherches et l'apport des neurosciences. Donc bien comprendre pourquoi on a une injonction là à ajuster nos pratiques, ça doit passer par bien comprendre les bases neuroscientifiques de ces recommandations. Et donc l'apport des familles a été de faire émerger cette nouvelle conception de l'autisme en France. Donc nos représentations sociales, elles ont été très guidées, d'accord, par ces mouvements et ces revendications familiales, et aussi par la mise en lumière et les témoignages de nombreux autistes, personnes avec autisme sans déficience intellectuelle, donc sans trouble de la communication, qui ont permis de témoigner un tout petit peu de leur parcours développemental et qui ont mis en parallèle, donc vous allez voir que dans ma présentation, j'ai essayé de vous montrer les fonctions psychologiques ou les fonctions cérébrales qui sont déficitaires et de mettre cela en parallèle avec des témoignages de personnes avec TSA qui expliquent leur ressenti, leur vécu et leur réaction comportementale dans certaines situations. Donc là, vous avez de nombreux livres, de nombreux témoignages, de nombreux films. Actuellement, personne en France peut être complètement non imprégné par quelque chose qui est lié à l'autisme. Il y a quand même une vraie pression et un vrai positionnement de médiatisation de ce trouble pour diffuser cette connaissance dans la population générale. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi que tous ces textes-là, c'est sur une dizaine d'années, d'accord. Ce qui a surtout permis en France, c'est le développement de centres de ressources, dont celui que vous avez à Bordeaux et qui est maillé sur l'ensemble du territoire de l'Aquitaine. Et vous avez ce type de centre de ressources, c'est-à-dire des équipes qui sont là pour centraliser l'information, être en veille scientifique et promouvoir les bonnes pratiques et les comportements recommandés par ces résultats de la recherche. Il y a deux choses importantes pour vous aussi, c'est deux moments clés dans l'histoire française qui sont en 1995 la circulaire spécifique et en 1996 qui a donné lieu à la loi Chaussy qui positionne de façon claire et définitive l'autisme dans le champ du handicap. Donc c'était quelque chose qui était très important parce que ça va avoir une résonance en termes d'accompagnement en France puisqu'on va interpeller du coup tout le champ du médico-social
Et on va aussi mettre dans les mains de l'école la nécessité d'accueillir ces enfants qui relèvent maintenant du handicap et qui ne relèvent pas de soins spécifiques adaptés ou d'enseignements adaptés dans les structures sanitaires. Et donc, effectivement, qui promeut l'inclusion. Alors d'abord l'intégration, et puis on va pouvoir en discuter, l'inclusion de ces enfants dans l'école et dans notre société en général. Alors, pour qu'on soit clair et qu'on parte des mêmes bases, actuellement, l'autisme, on n'est plus dans une maladie psychique, on n'est plus dans une maladie liée à des désordres de la santé mentale, d'accord, et qui pourrait relever d'une rémission, d'une guérison ou d'un traitement quelconque qui pourrait interrompre ce trouble. C'est donc plus une maladie. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour qu'on arrête de dire qu'on est malade quand on est autiste. Donc ça relève d'une condition si on est anglo-saxon et ça relève d'un trouble quand on est français et un peu plus francophone. Donc c'est un trouble de quoi? Un trouble du neurodéveloppement. Donc ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas un trouble lié à un déficit et à quelque chose qui arrive dans le développement. C'est le développement lui-même qui est entravé. C'est une déviation développementale. Ah, je te coupe à un moment donné. Je sais que dans une de tes publications, c'était donc en 2019, tu disais, j'ai noté la phrase, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui touche une naissance sur 10050. Tout à fait. C'est important comme chiffre. Hein. Effectivement, donc on reviendra après. Mais dans les sex ratios, et pour aussi comprendre l'importance qu'on a vu que les pouvoirs publics ont mis dans l'autisme, c'est que c'est un trouble neurodéveloppemental fréquent. Effectivement, une naissance sur 150, les chiffres qu'il faut que vous reteniez, donc, ce sont ceux-ci. Il y a certains chiffres américains qui, voilà, ça s'emballe, qui vont même jusqu'à 1% de la population. D'accord, on n'est pas sur des épidémiologies de ce type-là sur l'ensemble des études, donc il faut retenir une naissance sur 150, d'accord. On est entre 0,4 et 1%. Ce qu'il faut entendre aussi, c'est que c'est donc un trouble majoritairement masculin. Ça, vous le connaissez, c'est souvent des représentations masculines de l'autisme qu'on a. Avant, on parlait de 5 garçons pour une fille. La vraie réalité, c'est qu'il y a un biais diagnostique aussi chez les tableaux féminins qui sont un peu plus complexes et un petit peu plus différents des tableaux initiaux, puisque les tableaux initiaux, c'était des petits garçons qu'on avait décrits. Et donc, en fait, on est plutôt sur 3 garçons et une fille. Donc, on reste sur un trouble qui est plus masculin que féminin, mais on est sur des sex ratios qui nous font dire qu'on a des efforts à faire, en tout cas, sur le dépistage et le diagnostic chez les petites filles et chez les femmes. Ce qu'il faut aussi retenir un peu dans les messages clés, c'est que ça touche l'ensemble des âges de la vie. On est, la naissance, l'enfant est autiste. On ne peut pas le diagnostiquer tout de suite, mais il porte cette vulnérabilité au moins. Et il va mourir avec ce diagnostic-là, puisqu'on est sur un trouble neurodéveloppemental. Le niveau de handicap va varier. Hein. Faites très attention quand je dis qu'on est autiste et qu'on meurt d'autisme. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même niveau de compensation et on ne va pas avoir les mêmes besoins en fonction de son âge. Mais par contre, effectivement, on est sur un trouble qui doit être considéré comme... ça c'est aussi pour la reconnaissance du handicap, hein, que c'est important, qui doit être reconnu comme étant pérenne et donc il doit nécessiter une vigilance de l'accompagnement. Le niveau de handicap, lui, va changer. Chez l'adulte, on considère effectivement qu'on est autour de 1% de la population. Pour casser aussi une idée reçue, on est à peu près autour de 40 à 50% de ces personnes qui ont de l'autisme, qui ont un trouble de type déficience intellectuelle associé. 50%, ça fait 1 sur 2. Ça veut dire aussi que la moitié n'ont pas ces anomalies-là et sont dans des dispositions d'inclusion qui sont quand même plus favorables. Ce qui est aussi très important, c'est que c'est un trouble qui est hautement comorbide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant, des pionniers un peu dans la recherche aux États-Unis, qui ont tendance aussi à dire que ce développement autistique, c'est-à-dire ce trouble neurodéveloppemental, cette déviance développementale-là, elle va surtout être hétérogène du fait de l'association que ce trouble du développement va avoir avec d'autres anomalies. Ces autres anomalies, donc c'est principalement la déficience intellectuelle, comme on a vu, mais ça peut être aussi surtout l'épilepsie. D'accord ? Alors donc on voit bien que le cerveau est très très engagé en termes de causalité, mais c'est aussi les autres troubles du neurodéveloppement. Donc il y a une haute association avec le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc ça complexifie les tableaux, mais ça rend aussi du coup très différent un enfant avec autisme
avec autisme qui a un TDAH, d'un enfant avec autisme qui n'a pas un TDAH, et d'autres maladies et d'autres troubles qui peuvent être associés. Donc les pathologies génétiques, elles sont aussi souvent associées, mais aussi des conditions du type anxiété et dépression qui sont surreprésentées chez ces enfants par rapport aux enfants sans autisme, et d'autres anomalies comme les anomalies alimentaires et de troubles de sommeil. Donc ça complexifie. Et ce qu'il faut que vous disiez, que vous reteniez de ce schéma-là, c'est qu'on est face à quelque chose qui est spectral. D'accord ? On est dans une grande hétérogénéité, mais c'est pas forcément l'autisme qui rend vraiment l'hétérogénéité de ces enfants, de ce groupe d'enfants, c'est la comorbidité. Et le niveau de handicap est aussi beaucoup lié à la comorbidité. Alors je vais aller plus vite, du coup, parce qu'il m'a... Par rapport à tout à l'heure, là, quand tu disais, ouais, on diagnostique plus de jeunes hommes ou de garçons ou de filles. Alors moi qui suis plutôt du côté de la sociologie, de la psychosociologie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect social, sociétal, culturel, temporel qui joue ? Je vois par exemple, j'étais il n'y a pas si longtemps sur un jury de thèse où on était sur les HP, oui, à haut potentiel. Et là aussi, il y avait ça jouait beaucoup sur le genre. Et donc j'ai posé la question, mais est-ce qu'à un moment donné, quand on est dans des troubles qui génèrent une certaine émotion, une certaine adaptabilité, est-ce qu'on va pas plutôt diagnostiquer ou se faire diagnostiquer parce qu'on est un garçon ou une fille, ou parfois il peut y avoir même des interdits sociétals, culturels ou autres. Donc voilà, c'était pour savoir, est-ce que vraiment ce 1 pour 3, c'est vraiment lié au trouble, ou c'est plutôt un effet social, alors, culturel. Quand on était il y a des belles études et des belles là, actuellement, et depuis, on va dire, 5-6 ans, c'est une vraie question qui se pose, parce qu'il y a aussi une vraie demande de la part des femmes avec TSA à ce que la question puisse avoir des réponses aussi en termes de recherche scientifique. Actuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs biais, mais cela reste un trouble genré, c'est-à-dire que ça reste un trouble qui va toucher plus les petits garçons que les petites filles. Et ça s'explique par des facteurs de protection qu'on dit féminins dans le développement fœtal. Et comme dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, mais aussi d'autres troubles psychiatriques, on sait que dans le neurodéveloppement, on a des facteurs de protection hormonaux notamment. Et alors c'est des conjonctions hormones génétiques, c'est l'épigénèse, qui permettent de protéger le fœtus féminin de certaines vulnérabilités et certaines déviances développementales. Et donc du coup, l'enfant, le fœtus mâle est un tout petit peu plus vulnérable et plus à risque de développer des troubles neurodéveloppementaux. Donc ce chiffre de 3 sur 1 se débarrasse en fait des biais de diagnostic liés à un sous-dépistage qui est lui clairement lié à nos stéréotypes de genre sociaux et à nos stéréotypes même pathologiques, nous médecins. C'est-à-dire que dans le trouble du spectre de l'autisme, on est face à des médecins qui ont aussi des stéréotypes professionnels liés à la clinique qu'ils ont appris, qui est une clinique de petits garçons, et qui, dans des situations d'évaluation, peuvent être biaisés quand ils sont en face d'eux, une petite fille qui ne va pas avoir des intérêts restreints comme des dinosaures ou les chiffres, mais qui va avoir un intérêt restreint qui est les Barbies et les chevaux. D'accord ? On trouve ça socialement acceptable, et on oublie qu'on est dans un intérêt restreint. Et alors de l'autre côté, vous avez des stéréotypes de genre qui nous font minimiser des difficultés sociales aussi chez les petites filles. Voilà. Donc du coup, le 5 pour 1, c'était vraiment probablement des erreurs de sexe ratio liées à l'association d'un biais de diagnostic et d'un biais stéréotype social. Quand on reprend, c'est pour ça que le vrai chiffre lié à ces méta-analyses-là se met d'accord sur 3 pour 1. La méthodologie qui est utilisée protège de ça. Donc on est sur ça permet de... c'est la même réflexion qu'on a sur le TDAH, qui est un autre trouble du neurodéveloppement, qui a tendance à être plutôt décrit comme étant masculin aussi. On voit, lui, par contre, que si on attaque un peu les stéréotypes de genre et les stéréotypes de diagnostic, on arrive à 1 pour 1, d'accord ? Alors que là, pour l'autisme, on n'arrive pas à 1 pour 1, on reste sur 3 pour 1. Mais on a des explications neurophysiologiques et dans la phétogénèse des pistes, en tout cas, actuellement, qui ne sont pas liées à des recherches chez l'homme, plutôt liées à des recherches chez l'animal, donc chez la souris, mais qui sont authentiquement en résonance avec d'autres particularités de développement genré. D'accord ? Le développement cérébral, il est genré déjà chez l'enfant. Enfin, voilà. On sait qu'il y a des différences de développement chez la petite fille et les petits garçons. Ok. Alors du coup, ce que je voulais juste vous dire, donc étiologie multifactorielle. Qu'est-ce qu'on sait en 2020 ? On sait que
on s'est débarrassé de certaines représentations, mais on n'arrive pas à isoler un facteur. On ne peut pas dire maintenant, on sait d'où vient l'autisme. D'accord ? Alors, c'est très hétérogène. Ces enfants ont des présentations très hétérogènes. C'est aussi peut-être pour ça que c'est compliqué. C'est plus compliqué que dans d'autres troubles. Mais ce qu'on sait actuellement, c'est que c'est une origine qui est multifactorielle et qu'on parle de succession de vulnérabilité. La part génétique est très importante, d'accord ? Et elle est primordiale. C'est un trouble d'origine génétique. Mais ça ne veut pas dire que quand on a les gènes de vulnérabilité, ça suffit pour déclencher une déviance développementale chez ces enfants. Donc on sait qu'il faut autre chose. Et dans le autre chose, c'est ça aussi qui va jouer dans les troubles associés et dans l'hétérogénéité, c'est que dans autre chose, il y a plein de choses différentes. Les anomalies génétiques qu'on a repérées, donc maintenant il y en a plus de 141 qui sont impliquées. Elles sont impliquées dans d'autres troubles du développement, la déficience intellectuelle, dans d'autres troubles psychiatriques. C'est les équipes françaises qui sont très très bien positionnées sur cette recherche avec l'équipe de Salpêtrière à Paris et qui avancent de plus en plus pour dire que finalement il y a à peu près 30% des TSA chez qui on arrive à retrouver des anomalies génétiques dans ces 141 gènes, d'accord ? Le reste donc ça veut dire qu'il y a encore un pan de recherche à faire et qu'on a encore des choses à creuser pour avancer sur cette piste-là. C'est aussi les études de concordance entre les jumeaux, les études d'héritabilité qui nous font dire qu'on n'est pas sur du 100% génétique, parce qu'il n'y a pas sur des jumeaux homozygotes, donc qui partagent le même bagage génétique, vous avez la possibilité d'avoir un enfant qui a un TSA et un enfant qui n'a pas de TSA. La concordance n'est pas à 100%. Donc ça explique qu'on ne peut pas résumer l'autisme à des anomalies génétiques. Ces anomalies génétiques, elles vont nous aider à réfléchir et à comprendre sur l'émergence des troubles, parce que ces anomalies génétiques, on les retrouve dans des zones dont on sait qu'elles sont utiles dans certaines fonctions, et notamment dans les fonctions de réparation du génome. Notamment dans les 141 gènes, il y a des gènes qui sont impliqués dans le développement cérébral. Donc si ces gènes-là sont pas bons, le développement cérébral n'est pas bon. Mais il y a aussi des gènes, mais ça suffit pas. Il faut aussi des gènes qui sont impliqués dans la réparation du génome. Donc vous voyez, on parle vraiment de vulnérabilité. Le fœtus est dans un système de vulnérabilité où il n'a pas non plus tout le bagage génétique qui permet de s'auto-réparer. Et c'est pour ça que l'environnement, et ce qui se passe après, va avoir une incidence sur l'émergence du trouble. Et c'est pour ça, du coup, que vous n'avez pas du 100% génétique. D'où aussi l'intérêt peut-être de l'épigénétique, qui tient compte de l'environnement. Et pour des jumeaux homozygotes, il y a eu pas mal d'expériences qui ont révélé que même leur cariotype, 50 ans après, à avoir des vies complètement différentes, des interactions sociales avec autrui, fait que le cariotype change. Donc ça veut dire que tout ce qu'on dit, les atomes crochus que l'on a, ou notre patrimoine, en fait, non, il n'y a rien de fixé. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a une part de l'environnement. Il y a une grande part de l'environnement dans l'autisme aussi. Ces enfants qui sont vulnérables parce qu'ils ont une vulnérabilité génétique, ils vont aussi rencontrer quelque chose dans leur trajectoire précoce qui va déclencher le fait que ce développement-là, définitivement, n'arrive pas à se redresser ou à reprendre une course normale. Dans leur environnement, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver ? On sait que surtout, il y a des anomalies cérébrales dans la machinerie cérébrale qui peut aussi émerger, d'accord, et qui précipite un peu le développement de type autistique. Et dans les facteurs de stress environnementaux, vous avez un fourre-tout général, une grande besace où vous retrouvez la question des pesticides, la question des toxiques, la question des réactions immunitaires et immunoallergiques atypiques, d'accord, la question des traumatismes neurologiques. Les enfants hautement vulnérables de troubles du spectre de l'autisme sont notamment des enfants qui ont des troubles périnataux. Mais ça peut être des accidents vasculaires précoces, ça peut être des infections précoces, ça peut être, d'accord, donc toute la périnatalité autour de l'enfant. On sait qu'il y a une surreprésentation de troubles du spectre de l'autisme chez les enfants qui ont juste des troubles périnataux, d'accord, qui ont connu en tout cas des accidents périnataux. Donc il faut cet ensemble d'éléments-là pour qu'on arrive à une cause, à une étiologie du développement atypique. Ce que nous dit, et aussi les bases socles de nos connaissances actuellement, c'est qu'on sait comment se développe
la socialisation chez l'enfant. Il faut que vous ayez vraiment que vous soyez assuré actuellement que toute la recherche que j'évoquais qui a émergé depuis les années 70, les psychologues du développement, maintenant, sont consensuels à peu près, pas sur tout, on est d'accord, hein, la recherche n'est jamais très consensuelle tout le temps, mais en tout cas, il y a vraiment des bases scientifiques qui nous permettent sur lesquelles on peut s'appuyer, qui nous permettent de savoir que le développement social, il suit une trajectoire typique chez les enfants. D'accord ? Donc on peut mesurer ces trajectoires développementales en mesurant des fonctions qui émergent chez l'enfant et que l'ensemble de ces fonctions, elles peuvent être découpées entre l'attention, la mémoire, enfin plein de choses comme ça, mais elles peuvent aussi être découpées selon le social-non social. Comment l'enfant développe ses compétences sociales, qui sont des compétences qu'on considère comme quasi automatiques chez l'enfant, comme la marche, d'accord, et qui, du coup, normalement, émergent chez un enfant au développement typique. Ces compétences sociales sont très précoces, d'accord, et elles sont elles se basent sur une orientation et une pression développementale pour que l'enfant et le nouveau-né soient compétents sur le social. Très précocement, ces nouveau-nés-là vont privilégier l'attention, la mémoire, leur investissement d'apprentissage, le développement de leur connexion cérébrale pour comprendre leur environnement social et pour rentrer en communication avec leurs partenaires et leurs congénères. D'accord ? Donc on a des étapes comme ça qui sont très claires et des étapes qui, avant 15 mois, sont très, très définies et très repérables chez l'enfant et qui sont ce qu'on appelle les bases de la compétence sociale. La préférence pour les visages, la voix humaine, l'orientation sociale précoce. Donc il y a plein d'études qui sont faites là-dessus. Je ne vais pas me substituer au psychologue du développement, mais un enfant très très petit va préférer regarder un visage que regarder une forme qui est un visage inversé, par exemple. D'accord ? Donc il y a une pression développementale sur le social. Ensuite, il y a des interactions qui se mettent en place avec la dyade, d'accord, le système d'apprentissage avec l'autre. Et ensuite, il y a le système de partage avec l'autre. D'accord ? On apprend avec l'autre aussi, ça c'est les périodes entre 6 et 9 ans, et puis après on partage, c'est-à-dire un enfant développe le pointing pour partager son attention avec sa mère, avec ses etc. Et on ne lui a pas appris à pointer, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une fonction quasi automatique. L'imitation, l'attention conjointe, le pointing, tout ça ce sont des dispositifs qui arrivent chez l'enfant sans que vous ayez à leur apprendre, d'accord ? Ce qu'on appelle des fonctions développementales. Toutes ces fonctions-là, elles sont assez clairement décrites jusqu'à 24 mois, parce que c'est des phases, les 18 premiers mois de l'enfant sont des phases où ces éléments-là se mettent doucement en place pour que le langage commence à émerger, pour que l'enfant qui se soit verticalisé puisse commencer à rentrer en jeu, d'accord, et en relation avec les autres. Le prototype de l'autisme, c'est que ces fonctions-là, elles ne sont pas développées. Donc, vous ne les avez pas chez un enfant avec TSA, mais vous ne les avez pas dès ces moments-là. De 0 à 3 mois, on pourrait déjà, et on le fait, certaines équipes le font, individualiser des enfants qui sont à haut risque. On ne diagnostique pas l'autisme, on dit, oula, ça c'est pas, ça n'a pas émergé, ça c'est pas là, ça c'est pas là, d'accord ? Donc on peut, dès avant 18 mois, repérer des signes très précoces qui nous font être très vigilants sur le développement de cet enfant-là. Et ce qui se passe à 18 mois, si on regarde les choses, 24 mois, c'est que toutes ces choses-là, toutes ces compétences-là, elles ne sont pas développées. D'accord ? Pas d'interaction sociale, pas de développement de la communication et de tout ce qui est de ces comportements de partage social. Et à la place, tout d'un coup, émergent, autour de 18-24 mois, des comportements un peu atypiques. Et c'est cela qu'on voit. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui ne s'est pas développé avant, on voit tout d'un coup ce qui prend la place de cette absence de développement-là à 24 mois. Donc souvent, les alertes, elles se font à 18-24 mois. D'accord ? Mais finalement, les signes, ils sont là avant si on fait des évaluations très spécifiques. Isolement social, pauvreté du jeu, absence d'imitation des mimiques, absence de pointage, le langage qui ne se met pas en place ou qui se met en place avec des particularités. Et surtout, ce qui est bruyant, là, ce que les gens repèrent tout de suite, des comportements stéréotypés, donc la répétition, d'accord, d'activités, des intérêts restreints, une pauvreté, comme un enfant qui avait peu de curiosité pour son environnement, alors que ce n'est pas le cas, on verra, et des particularités de réactivité, d'accord, un enfant avec des réactions qui sont particulières et des réactions qui va avoir sont sensorielles. Alors, en caricature, vous avez vu cette diapositive, l'autisme, c'est interaction sociale et communication sociale, d'accord, c'est un grand domaine, et c'est ce qui ne va pas bien, d'accord, ce qui est déviant, et comportement, ce qui est productif, comportement et activité répétitive, particulière, et des troubles sensoriels. Ça, c'est présent avant 3 ans. On l'a vu, c'est présent avant 18 mois. Hein. Ce qu'on préconise, c'est un diagnostic qui est possible à 18 mois. En France, on le fait autour de 3 ans, 2-3 ans. Et si on
décrit, donc dans la description des troubles, eh ben, ça englobe plein de comportements différents. Je vous ai décrit des comportements d'un enfant de 2 ans, mais un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans va ne pas avoir ces compétences sociales et qui vont être visiblement sur d'autres types de comportements, puisque la socialisation se complexifie. Donc c'est de toute façon des enfants qui ont des anomalies d'interaction sociale, donc on décrit comme isolés, qui privilégient les activités solitaires. Le contact oculaire est toujours rapporté comme étant atypique. On va voir que ça fait partie des bases de la communication sociale, ça c'est de l'automatisme aussi. Et la difficulté de partage social, de réciprocité sociale. Donc on va voir que ça peut se jouer à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux, surtout si on n'a pas le langage ou si on a le langage, parce que ça change un peu les tableaux. Être isolé, être dans son coin, peut avoir peu d'intérêt pour partager, peu de réciprocité, etc. Si un enfant a le langage, ça va être moins visible que si il n'a pas, par exemple. Et si un enfant a un langage, c'est le langage qui va être teinté de ça. Le langage ne va pas être réciproque et ne va pas être pour communiquer. Alors qu'est-ce que c'est un langage qui n'est pas fait pour communiquer et qui n'est pas fait pour être réciproque? Eh bien, c'est surtout un langage qui peut être présent, mais qui n'est pas pragmatique, c'est-à-dire qui n'est pas utile pour la communication. Vous avez l'automatisme du langage, le langage se met en place chez l'enfant, mais il n'est pas fait pour communiquer avec autrui. Donc, il est très peu sensible à tout ce qu'on appelle la socialisation et l'imprégnation sociale. Donc, il y a peu de prosodie, c'est des voix qui sont assez monotones, peu chantées, parce que qu'est-ce qu'on communique avec le langage, avec notre prosodie? La socialisation. On communique tous nos états internes. Donc c'est toute cette complexité-là et cette socialisation du langage qui est déficitaire, d'accord, qui est défaillante. Alors qu'on a un langage qui est formel et qui est de bonne facture. La morphosyntaxe est là, le lexique est là, l'enfant est compréhensible, etc. Mais il ne va pas l'utiliser pour communiquer et il ne va pas vous faire passer ses états internes, ni comprendre vos états internes dans votre communication à vous. Donc ça, c'est la pragmatique du langage, etc. Et surtout, il va manquer de souplesse. D'accord? Parce que la complexité du langage, on l'acquiert en interaction avec l'autre. La prosodie, je ne sais plus c'est quel diapo où je vous ai décrit la prosodie, mais la prosodie, c'est qu'on utilise la même formule, mais on va dire 4 choses différentes. Donc c'est tout d'un coup la complexité du langage, parce que en fonction de où j'appuie mon intonation, je n'ai pas dit qu'un, je n'ai pas dit quel, je n'ai pas dit. Vous voyez, je vous envoie un message qui est complètement différent. Donc ce niveau de langage-là, c'est un niveau de langage communicationnel. Et c'est la communication qui est défaillante. D'accord ? Ce n'est pas le langage forcément qui est défaillant dans l'autisme. Alors, en fait, quand tu as parlé, quand ils étaient petits, on est sur une communication de type non-verbal, une interaction. Et puis après, en grandissant, là, quand tu donnes des intonations, et il y a aussi donc, la répétition. Et il y a aussi le fait qu'en grandissant, ils sont parfois dans des difficultés dans le premier degré, mais aussi dans le second degré. Ils ont du mal à comprendre, je ne sais pas si tu as des exemples ou d'expressions. Donc en tout cas, l'humour ne va pas du tout être perçu, et réciproquement d'ailleurs. Donc je pense que c'est intéressant de voir ça aussi. Alors ces aspects-là, j'en parlerai un peu après si vous voulez, mais je peux déjà l'aborder. Effectivement, au-delà de la prosodie, donc de la pragmatique du langage, ce que ce défaut d'imprégnation sociale et de ce défaut de communication dans le langage fait que le langage reste littéral. C'est le code qui est compris, c'est le code qui est utilisé. Et donc, toute la complexité qu'on peut utiliser un code dans des contextes différents. C'est-à-dire que je vous dis bravo, alors que bravo, alors, le mot bravo, vous savez le coder, vous savez le comprendre et vous pensez que c'est plutôt un compliment. Je peux transformer ce mot bravo en ce que je veux en fonction du contexte et en fonction de ce que je vous envoie comme communication non verbale. Vous avez vu que j'ai fait des froncements de sourcils. Cette communication non verbale, c'est ça qui est la communication. Le langage s'appuie sur la communication non verbale, donc sur notre geste, sur notre posture, sur notre intonation, pour être en relation avec vous. Et c'est la complexité de notre non verbal qui va complexifier le langage. Donc ça, c'est quelque chose qui est hautement difficile d'accès pour les personnes avec TSA, parce que même s'ils ont développé le langage, leur cerveau et leur développement a développé le code, mais n'a pas intégré. On va voir que c'est pour ça qu'il faut vraiment... Le mot d'aujourd'hui, c'est intégration, un trouble de l'intégration. L'autisme est un trouble de l'intégration. Intégrer le langage plus autre chose pour comprendre la communication. Et ce plus autre chose, il n'est jamais intégré. Donc ils ne l'ont pas. Donc ils restent sur une communication qui va être littérale. Ce sont des gens qui sont très naïfs socialement parce que ce qui est dit et est dit formellement. Donc les sous-entendus, l'humour, le mensonge, la duperie, tout ça, c'est pas perçu parce que c'est de la communication, c'est pas du langage. Donc c'est ce qu'on appelle la communication non verbale défaillante, la pragmatique défaillante, et on verra après du coup ce qui est vraiment la source d'une haute vulnérabilité pour ceux qui maîtrisent le langage. Parce que c'est ça l'invisibilité dont parlait Eric tout à l'heure. Pour tout le monde c'est invisible. Un enfant qui parle, c'est un enfant qui n'a pas de trouble de la communication.
alors qu'un enfant qui parle, il peut être hautement dyscommunicant, ce qu'on appelle hautement dyscommunicant. Et donc très très vulnérable parce qu'en plus c'est invisible. Un enfant qui ne parle pas, c'est visible. Donc on va lui donner une aide à la communication. Un enfant qui parle, on ne va pas lui apporter d'aide à la communication, alors qu'en fait il peut ne pas être du tout capable de communiquer avec ce langage. Et vu qu'il y a des futurs profs et des profs dans la salle, on sait bien que la communication non verbale est souvent le signifié de la communication verbale. C'est pour ça que nos hommes politiques ou autres comédiens apprennent à essayer de maîtriser justement leur communication non verbale. Oui, je peux serrer les poings et vous dire bonjour avec un grand sourire et en fait, je ne suis pas du tout heureux d'être avec vous. Mais nous, on est heureux. Et donc, ça, c'était le grand 1, d'accord ? Interaction sociale, comportement. Si vous avez entendu avant, on parlait de triade de l'autisme. Ces deux éléments-là, social et communication, ont été séparés. Maintenant, elles sont rassemblées dans le même domaine, ce qui est logique, puisque ça s'inter-nourrit dans le développement. Et le deuxième domaine, donc c'est tout ce qui est absent, avant, vous voyez, dans le premier domaine. Et donc, les anomalies de comportement et les intérêts qui sont décrits. Ces enfants-là, pour relever du diagnostic d'autisme, il faut avoir des anomalies de déviation, donc un manque de certaines fonctions, celle-là et celle-là. Il faut aussi qu'on puisse décrire chez les enfants des anomalies dans le comportement, dans les intérêts. Sinon, on ne peut pas faire un diagnostic de TSA. D'accord ? Ça relève d'autres troubles, des troubles spécifiques de la communication sociale. Ces anomalies de comportement et d'intérêt, ça associe des comportements que vous pouvez observer, donc plutôt une tendance à aimer la répétition, aimer les activités répétitives. On va voir que ça s'explique aussi par un fonctionnement particulier cognitif. Et puis cet aspect froid et amimique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette absence d'intégration de tout votre non-verbal, fait aussi qu'il n'a pas appris, lui, à exprimer avec du non-verbal. Donc ce sont des enfants qui ont une tendance un peu à une posture figée ou qu'on a la sensation d'être soit un peu robotisé, soit un peu indifférent. D'accord ? Ça, on va voir après, il faut faire attention à nos inférences. C'est pas ça, c'est que surtout, c'est des enfants qui ne peuvent pas utiliser la motricité et le comportement pour être dans la socialisation. Et ils ont donc des petites stéréotypies, des petites manies, des rituels. On va voir, ça rentre dans le même champ. Besoin un petit peu de similitude. On appelle ça l'immuabilité. Et à côté de ça, vous avez un surinvestissement sur des domaines très spécifiques, donc des intérêts restreints. Comme le comportement peut être répétitif, il est restreint. Et ben l'intérêt, si on parle après de l'intérêt intellectuel, il peut être, et il est, restreint et un peu répétitif. Donc il développe des passions dans lesquelles il s'engage. Donc il y a beaucoup de collectionnistes. Chez les enfants avec autisme, ils accumulent une série de connaissances, ils peuvent être passionnés par des thématiques qui peuvent être très variées, il ne faut pas être stéréotypé non plus, on parle souvent des dinosaures, des nombres, etc., parce que c'est ce qui a longtemps nourri nos représentations, mais ça peut être aussi des passions artistiques, ça peut être des passions même liées au social. J'ai moi une adulte avec TSA qui est passionnée par justement les systèmes sociaux, donc elle décrit les systèmes sociaux comme mieux que nous et mieux probablement plein de sociologues aussi. Et alors on peut dire mais elle n'est pas du tout autiste puisque elle est complètement dans le social. Non, elle est passionnée par le système et elle a une connaissance livresque de tous les systèmes grecs et autres. Et donc c'est très hétérogène, d'accord. Ça c'est tempéralement, c'est l'enfant, c'est l'hétérogénéité qu'on a tous et qu'ils ont tous. Donc ça c'est intérêt restreint, comportement restreint. Associé à ce domaine-là, depuis les années 2010, il y a un troisième domaine qui est intégré dans les signes d'autisme. D'accord ? Ça veut dire que pour poser le diagnostic, il faut que le médecin est allé chercher des particularités dans le domaine de la sensorialité. Donc ce n'était pas le cas avant, même si très précocement, même Léo Kanner, dans les années 43, avait déjà décrit des particularités sensorielles. C'est vraiment rattaché à la nécessité d'avoir des anomalies pour avoir un diagnostic que très récemment. Mais c'est très partagé, d'accord ? Et c'est très important de les connaître parce que c'est là-dessus qu'on a aussi des marges de manœuvre et une adaptation à avoir. Et c'est aussi en comprenant la sensorialité des enfants avec TSA que vous allez comprendre le comportement et surtout les troubles du comportement qui peuvent émerger quand la sensorialité n'est pas compensée ou adaptée. Donc c'est un ensemble d'hyper-hypo. Il ne faut pas se dire les enfants de TSA ils sont hypersensibles. Non, il y en a qui sont hyposensibles, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont désamorcés au niveau, désafférentés un peu au niveau sensoriel. Ils ont surtout des particularités très, très spécifiques et notamment, ils ont des fascinations sensorielles. D'accord ? Ce côté intérêt restreint, immuabilité, répétition, vous le retrouvez dans la sensorialité. La sensorialité, elle est plutôt unisens. Ils ont du mal à gérer la plurisensorialité. Et en plus, elle devient fascinante et facilement hypnotique chez eux.
parce qu'on va voir, ils ont plus de perception que nous, probablement plus d'accès perceptif que nous, et donc du coup, ils vont aussi rester collés à des sensations plus que nous. D'accord ? Ils ont des superposition sensorielle aussi, c'est-à-dire que l'auditif peut être superposé au tactile, et donc ça, c'est-à-dire entendre un son, c'est ressentir quelque chose, etc. Donc ça va la synthésie, on en parlera. Et donc toutes ces choses-là vont entraîner des particularités de développement et des particularités de comportement, et qu'on rattache beaucoup à ce que les gens appelaient avant les bizarreries des enfants avec autisme. Il y avait les comportements stéréotypés, tout ça qui était décrit, puis il y avait des bizarreries, des comportements bizarres. Et ben, on sait maintenant que c'est probablement, et c'est certainement directement relié à des particularités sensorielles, et qui sont très fluctuantes. Donc cette bizarrerie, quand ça évoque la bizarrerie chez les autres, c'est souvent parce que c'est fluctuant. La fluctuance d'un comportement crée de la bizarrerie chez nous. Donc il faut penser à ça. Quand on passe au sensoriel, il faut se dire, c'est pas hyper, c'est pas hypo, c'est les deux. L'enfant peut être dans le même champ hyper-hypo, l'enfant peut dans le temps devenir hyper et hypo avec quelque chose, et ça fluctue. Donc ça crée de la bizarrerie, et ça crée quelque chose qui est des fois inanticipable et difficilement compréhensible. Alors là, donc là, c'était pour reprendre le contexte, qu'on soit d'accord sur de quoi on parle et de quels enfants et quelles personnes on parle quand on parle d'enfants avec TSA. Donc TSA, trouble du spectre de l'autisme. D'accord ? Maintenant, on ne parle plus de trouble envahissant du développement, on parle de trouble du spectre de l'autisme, un ensemble hétérogène. Et il y a le mot autisme qui est réapproprié par les professionnels. Si je synthétise donc tout ce que depuis les années 70, la recherche en neurosciences nous apporte pour comprendre mieux l'autisme, on repart du début. D'abord, les recherches neuroscientifiques qui sont attachées à décrire le développement du cerveau nous ont permis de nous rendre compte que les anomalies, elles étaient finalement très précoces. Et elles renforcent l'idée qu'on est dans un trouble du neurodéveloppement à cheval entre la conception et le début de vie. D'accord ? On est sur une période qui est très particulière et qui est déjà encore dans le ventre de la maman, et puis aussi, d'où l'effet des toxiques et l'effet de l'environnement aussi sur la partie fétale, et dans les 2 premières années de vie. Pourquoi est-ce qu'on sait ça ? C'est parce que ce qui ressort le plus de ces éléments-là, ce qui est le plus consensuel actuellement, c'est la question de la macrocéphalie, qui est arrivée très vite quand on a commencé à parler de neuroscientifiques autour de l'autisme. Dans les années 80, les gens disaient effectivement les enfants autistes ont un cerveau qui est plus gros, et les recherches scientifiques montraient qu'il y avait effectivement une augmentation de la circonférence crânienne chez ces enfants-là avant 2 ans. D'accord ? Après, ça, c'est moins vrai. D'accord ? Après, ça se réaligne. Mais il y avait comme une différence qui vraiment était significative entre les deux types d'enfants, enfants avec ou sans développement de type TSA. Cette macrocéphalie, elle n'est pas liée à elle n'est pas liée à un changement macrosomique du cerveau. Les cerveaux sont les mêmes, on a les mêmes fonctions et les mêmes architectures. Ce qui se passe, c'est que dans ce début de vie, ça commence déjà avant la naissance, mais ça se poursuit beaucoup. Vous voyez en haut à droite, mais vous voyez rien parce que c'est trop petit. Il y a une myélinisation et il y a une densification. C'est-à-dire que notre cerveau commence à faire plein de dendrites, des synapses poussent, d'accord ? On crée des connexions. C'est la connectique, d'accord, qui est en train de se développer. Et puis, très vite, il y a 2 aspects qui se mettent en parallèle. La ségression, c'est-à-dire qu'on élimine, on fait plein de micro-connectivités entre les neurones très précoces. Et puis, très vite, avant 2 ans, on commence à faire de la ségrégation et à sélectionner des neurones qu'on veut, et donc à éteindre des connexions. Donc, on diminue nos connexions courtes pour favoriser des connexions longues, qui sont les connexions entre des zones de cerveau qui sont plus distantes et qui permettent de faire en fait de l'intégration de fonctions. Ce qu'on sait dans l'architecture cérébrale, c'est que il n'y a jamais de correspondance entre une zone du cerveau et la zone de l'écriture. Enfin, il y a grossièrement des zones fonctionnelles, architecturalement, mais que surtout ce qui fait la fonction, c'est l'activation temporelle de plusieurs zones en même temps. D'accord ? Ce qui fait cette fonction-là, c'est que ces zones-là puissent être intégrées. Donc que cette intégration et cette longue intégration, ces longues connexions, elles sont faites beaucoup à cette période de la vie-là, et que chez ces enfants-là, et c'est ça qui permet de réduire la taille, entre guillemets, d'avoir une taille du cerveau qui reste une taille qui est dans les limites qu'on a dans les ABAC avec nous, et que des enfants qui n'arriveraient pas comme ça à éliminer des connexions courtes, ben, ils restent avec des cerveaux qui sont un peu plus gros que les autres. Donc c'est ça qui est signifiant. C'est la seule, actuellement, la donnée qu'on a, la neuroimagerie, c'est celle-là. Et donc ça, depuis les années 2010, on est dans la notion que l'autisme, c'est un trouble probablement de la connexion cérébrale,
Alors on verra la connexion cérébrale, elle est liée aussi à des processus physiologiques et biologiques, d'accord, d'où les pistes de traitement médicamenteux. Mais cette connexion cérébrale, au lieu de dire qu'elle est moins fournie, c'est qu'en fait elle est plus fournie, mais surtout plus différente. Elle est très locale. Ça reste des connexions très locales, et ce sont des cerveaux qui ont fait moins de connexions longues, et donc qui sont probablement moins capables de faire de l'intégration entre plusieurs zones. Et on va voir, ça va toucher l'intégration sensorielle, mais l'intégration aussi qui est nécessaire pour des fonctions cognitives élaborées, on va voir, et qui nous sont nécessaires pour communiquer avec nos congénères. Donc voilà un peu le consensus actuel. D'accord, sous-connectivité de longue distance et surconnectivité courte. Et du coup, un manque de synchronie. Quand on fait des IRM fonctionnels, actuellement, les fonctions qui sont évaluées, c'est quand les zones du cerveau s'annulent en même temps, quand on fait une tâche. Il y a moins de synchronie, effectivement, il y a des problèmes de synchronie temporelle, mais parce qu'il y a des problèmes de connexion longue dans les cerveaux de type de TSA. Donc ça, c'est les apports de la neuroscience imagerie, d'accord, et la donnée que vous devez retenir et qui pousse un peu notre compréhension, la connexion, l'intégration. Okay. Derrière, on va s'appuyer sur les travaux neuroscientifiques qui vont plus évaluer les fonctions, d'accord, parce que la neuroimagerie, c'est intéressant, mais actuellement, c'est pas quand même ce qui nous permet de complètement comprendre le comportement, d'accord. Ça permet de faire des photographies du cerveau en fonction, mais la causalité et en tirer des conséquences est quand même limitée. Donc on va maintenant s'appuyer sur les travaux de la neuroscience cognitive qui vont, eux, évaluer des fonctions cognitives. Est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles ne sont pas là, comment elles se développent, comment elles sont déviantes. Ça, c'est des bases de la cognition sociale, d'accord, de travaux sur la cognition sociale, qui considèrent que le cerveau, c'est comme un grand ordinateur, et il traite. Il y a des afférences, des sensations, il traite l'ordinateur, et il y a le comportement qui sort. D'accord, ça c'est le modèle, c'est mon modèle scientifique, et c'est le modèle actuellement que partagent les neuroscientifiques de la cognition. Donc, on va voir qu'il y a des recherches qui sont faites sur comment ils vont chercher le signal, ces enfants-là, comment ce cerveau-là est en lien avec la réception du signal, et on va voir qu'il y a des anomalies. Comment ils le traitent, il y a des anomalies, et du coup, ça va expliquer, ça va vous permettre de comprendre leur comportement. D'accord ? Les perceptions sensorielles sont atypiques. D'accord ? Ça explique pourquoi vous voyez très très précocement tous ces enfants qui sont dans des comportements de protection sensorielle. Ce qu'on va voir d'abord, c'est des protections sensorielles. Donc probablement, il y a quand même quelque chose qui se passe autour de la sensorialité. Et ça a été décrit très précocement aussi, si on reprend, alors on parlait tout à l'heure de 43 Kanner, mais aussi dans les années 70-80, il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite dit, qui sont dit quand même, l'approche, c'est il y a une problématique sensorielle chez ces enfants-là. D'accord ? L'électroencéphalographie que je vous parlais, là, qui a émergé dans les années 70-80, c'était d'abord des protocoles sensoriels. Ils se sont dit, il y a une réaction sensorielle particulière, ils reçoivent l'information sensorielle de façon particulière. Mais après, il y a finalement eu des recherches, mais très peu développées et très peu pointues pendant plusieurs années, au profit plutôt du développement de comment fonctionne leur cerveau, la machinerie, l'ordinateur. Et donc là, on sait que leur cerveau fonctionne différemment. Donc je vais vous décrire comment fonctionne ce cerveau-là. Ils n'intègrent pas, d'accord ? Mot-clé, l'intégration. Donc la sensorialité, mais également les autres informations. Et c'est ce traitement cognitif et social qui est particulier, qui est marqué par un défaut d'intégration qui ne permet pas le traitement complexe de tous les messages, y compris le message social qui est hautement complexe. Le message social, c'est le prototype du message complexe, d'accord ? Ça change tout le temps. Votre visage, c'est 2 yeux, un visage, et 2 yeux, une bouche. Mais alors là, il est tout le temps en mouvement, d'accord ? C'est très complexe en termes de traitement. Et qui va définir donc un traitement cognitif qui n'intègre pas la prise en compte de l'autre, parce que c'est complexe de se mettre en position d'autrui, d'accord ? On va voir que ça fait appel à la connexion entre des fonctions cérébrales qui sont décalées et une activation des neurones miroirs qui nécessitent des activations de connexion longue. Donc paf, quand on est en panne, là-dessus, ça touche des fonctions très importantes pour le social. La fonction de résonance sociale, ça c'est un niveau complexe. Et ça peut aussi rendre compte pour vous de cette notion dans leur fonctionnement cognitif de répétition-rigidité. D'accord ? Défaut de réciprocité, parce qu'il y a un défaut de mise en miroir, et rigidité, répétition, d'accord ? Immuabilité. La recherche, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Et surtout, ce que vous vous rendez compte, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à décrire comment l'individu, quelle est son activité de recherche
de screening de son environnement. Et on peut faire 2 études. On peut évaluer comment on screen et comment on perçoit notre environnement physique, la couleur, la luminance, la forme des objets, etc. Et puis on peut aussi voir comment on perçoit notre environnement social. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait un cerveau qui était dédié au social, on s'est dit, il y a un cerveau qui est dédié pour le non-social. Donc on va mettre en compétition des tâches, des expériences où on voit comment fonctionne le social versus comment fonctionne le non-social, puisque finalement, ça n'a pas l'air d'être binaire. D'accord ? Et c'est un système de vases communicants, a priori. Enfin, intellectuellement, c'était aussi un des concepts. Et donc, dans l'autisme, toutes les tâches de cognition sociale, on voit comment ils évaluent leur monde social et comment ils évaluent leur monde non social. On conclut en la théorie d'un surfonctionnement perceptible du monde non social. D'accord ? Cette espèce de difficulté à comprendre le monde non social, il y a un système d'économie cérébrale qui fait que s'il y a quelque chose qui n'est pas activé, on va activer un peu mieux autre chose. Et du coup, ça les rend hyper compétents dans des tâches pour lesquelles nous, on est moins compétents qu'eux, mais qui sont limitées à des tâches non sociales. D'accord ? Donc il ne faut pas dire qu'il y a des troubles perceptifs. Ça dépend du stimuli, social ou non social, parce que là, ils sont plus performants dans le non social que nous. Et donc ça, Laurent Motron a fait beaucoup de recherches, a compilé beaucoup de méta-analyses et beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, on repère très vite dans tous ces protocoles-là des anomalies de perception du mouvement humain, de la voix humaine, des visages, des scènes sociales, de tout ce qui est l'environnement social, et une surcompétence dans certaines tâches d'évaluation du monde psychophysique. D'accord ? Ça, c'est des protocoles qui sont basés sur des dispositifs d'eye tracking où on peut voir ça très précocement chez l'enfant, puisque là, je vous montre aussi que notamment on a pu formaliser cette hypothèse que je vous disais au départ, qui est de dire que ces enfants naissent avec une mauvaise orientation vers le monde social. Comment le formaliser ça ? Il faut l'évaluer. D'accord ? En laboratoire, comment on fait ? On ne peut pas demander à un enfant, puisqu'il ne parle pas, et demander à un nourrisson. Donc, une des techniques les plus appréciables pour ça, qui est complètement non invasive, puisque vous mettez c'est le eye tracking, vous mettez un bébé devant un écran, ou quand il y a des dispositifs portés, vous pouvez le faire en système écologique, et vous allez juste le laisser faire, le laisser regarder, explorer. D'accord ? Et ensuite, vous analysez où son regard s'est porté sur la scène qu'il a vue. D'accord ? C'est une analyse. Il y a une petite caméra qui filme les mouvements de ses yeux et on reporte XY. Et donc, dans ces moments-là, ce que les études montrent, et c'est des études qui sont très belles et qui sont assez répétées, réplicables, d'accord ? C'est que pour des enfants déjà de moins de 12 mois qui sont suivis, parce qu'on appelle ça les enfants à haut risque, c'est les fratries, les enfants qui ont un diagnostic de TSA, puisqu'à 12 mois, on n'a pas le signe d'alerte pour l'autisme. Enfin, on en aurait si on allait regarder tous les enfants de 12 mois, mais concrètement, on n'en a pas. Donc, ce sont des cohortes d'enfants qui ont été suivis parce que c'était les frères et sœurs nouveau-nés des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. Et ces enfants, on les mettait dans plein de petites comme ça, manips d'évaluation. Et a posteriori, ceux qui développaient le trouble du spectre de l'autisme, on allait voir comment ils se comportaient à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a dès 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, une préférence. D'accord ? Si vous les mettez en compétition, vous voyez la vidéo en haut à gauche, entre des objets en haut là, et quelqu'un qui leur parle, ils vont passer plus de temps sur les objets. Alors qu'un enfant typique, il est focalisé dès 6 mois, dès 9 mois sur le visage, sur les yeux, etc. Donc, il regarde plus les objets que les humains. Dès 6 mois, dès 9 mois, et ça, c'est les travaux d'Amy Klein et d'autres équipes aux États-Unis. Il regarde plus la bouche que les yeux. Donc, quand il regarde quelque chose, c'est plutôt ce qui bouge. Donc, c'est aussi quelque chose de très psychophysique. Alors que les yeux, c'est un marqueur social et c'est aussi un indice social très précoce et très important pour l'interaction sociale. Et après, plus grand, on se rend compte que ça reste dans le temps. Donc, non seulement il y a une difficulté d'orientation sociale précoce qui est voilà, d'accord, ce qui est un fait scientifique. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on passe dans des méthodes, dans des protocoles d'eye tracking des adultes avec TSA, on se rend compte à quel point ils voient autrement, leur cerveau voit autrement. Parce que là, vous voyez 2 types d'exploration de scènes. Alors, c'est Who's Afraid of Virginia Woolf. C'est le premier papier qui est sorti. Il y en a plein qui sont sortis après, mais celui-là, on l'aime bien parce que c'est celui qui a initié un petit peu cette méthodologie-là. On voit bien que les parcours en rouge d'une personne avec TSA et les parcours en jaune d'une personne qui n'a pas de TSA, là, ce sont des adultes. Ils ne regardent pas du tout la scène pareil. Il y a l'adulte en jaune qui va clairement faire tous les efforts qu'il peut pour comprendre ce qui se passe entre les personnages. Vous voyez la triangulation entre les gens. En jaune, par exemple, en bas à gauche, il triangule, d'accord ? C'est une vidéo, là, je ne peux pas vous la montrer parce que je n'ai pas associé les films, mais ils regardent les visages, d'accord ? Mais ils vont comprendre l'interaction sociale.
le parcours visuel d'une personne avec TSA va être plutôt orienté sur le monde non psychophysique, sur l'éclat de sa chemise, sur ce qui se passe derrière, sur le tableau, sur ce qui bouge, la bouche. Donc du coup, il rate les informations sociales, il rate les liens entre l'effet cause à effet. D'accord ? Puisque pour comprendre l'interaction sociale, il faut faire un balayage des yeux, mais un balayage entre les protagonistes. Donc là, concrètement, ce que ces études montrent, c'est que ce cerveau, au-delà de la façon dont il traite, après, comme il analyse, déjà, il n'a pas été chercher l'information. Il n'a pas l'information à traiter. Il l'a raté. D'accord ? Donc il y a un défaut de recherche des indices sociaux pertinents dans l'autisme. Alors là, c'était pour aller aussi un peu plus loin, mais peut-être que j'aille plus vite. C'était pour vous décrire la même chose pour les visages. Donc, ce qu'on voit pour les scènes sociales, on le voit aussi pour les visages. La population typique, on triangule. D'accord ? On a une façon automatique. Moi, quand je vous regarde, je regarde dans les yeux. Pas trop longtemps parce que c'est un petit peu anxiogène. Donc, je triangule entre la bouche, les yeux, parce que les émotions, c'est souvent véhiculé par le pli nasogénien, par la bouche. Donc voilà, on triangule. D'accord ? C'est notre façon d'appréhender les visages et c'est notre façon aussi de comprendre où vous en êtes et votre communication non verbale. Les personnes avec autisme, ils ont une évaluation des visages qui est, avec l'eye tracking, quand on voit comment ils font, ils ne sont pas dans une triangulation. D'accord ? Ils ne font pas l'évaluation triangulaire des yeux et de la bouche et ils ont tendance à rester aussi beaucoup sur la bouche pour évaluer le mouvement, en fait. Donc ils ratent tout ce qui est la communication par les yeux. L'intention, l'émotion, l'orientation du regard pour comprendre de quoi on parle, etc. Tout ça, c'est des indices sociaux qui sont ratés dans l'interaction sociale. Je ne sais pas si... Alors, un témoignage. Ça, c'est un adulte autiste sans déficience intellectuelle, donc qui racontait ça. Vous voyez, je regardais le sol pour regarder le sable quand je parlais avec un interlocuteur. Donc, il décrit bien qu'en fait, c'est pas qu'il évitait le contact social, c'est qu'il était happé par quelque chose de sensoriel et de psychophysique dans son environnement, et que du coup, il rate les indices sociaux. D'accord ? Donc, à côté de ce trouble perceptif, qui est donc la recherche perceptive, le filtre perceptif, d'accord, vous avez des particularités sensorielles, ce qu'on disait tout à l'heure, l'hyper-liposensorialité, ou la synesthésie quand on a un effet de brouillage. Ces particularités sensorielles, c'est aussi dû à, dans les recherches neuroscientifiques qui sont un petit peu moins fournies que celles qui sont sur le social versus non social, le sensoriel pur est moins fouillé au niveau neuroscientifique, mais conclut aussi que c'est une question de connectique longue et c'est une question d'intégration. Si vous prenez des évaluations sensorielles, d'abord c'est très hétérogène, donc on ne peut pas dire que c'est un trouble sensoriel, c'est pas comme un trouble visuel pur chez un déficient visuel, c'est l'absence d'intégration des différents sens les uns avec les autres. Et un défaut de filtrage, une absence de modulation initiale. La modulation sensorielle, c'est ce qui nous permet de filtrer très rapidement quand on est jeune, d'accord, dans les deux premières années de vie, mais après, dans notre fonctionnement typique, de nous filtrer. C'est des questions d'inhibition, excitation cérébrale qui permettent de filtrer quelque chose qui est trop important pour orienter vers quelque chose qui est signifiant dans l'instant, d'accord. Donc, on peut filtrer nos afférences sensorielles et on peut privilégier certaines inférences et donc associer une sorte d'inférence sensorielle avec une autre sensorielle et à faire un sens, d'accord, faire un tout et arriver à un concept. Ce choix-là, la modulation, le filtre, est atypique chez eux, mais ce n'est pas la sensorialité qui est atypique, c'est la modulation, d'accord, c'est le filtre qui est atypique et la possibilité d'associer, comme on a dit tout à l'heure, la possibilité d'associer, quelles que soient les autres compétences cognitives. Je passe un peu vite sur particularités sensorielles observables, donc il y en a plein. Elles ne sont pas stables, elles sont décrites dans tous les sens, les 5 sens de l'enfant. À chaque fois, elles sont associées, je vous invite à aller lire les descriptions, avec des témoignages très très concrets de qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien, d'accord, avoir des particularités sensorielles dans l'audition. Qui vous souveniez, c'est que ce n'est pas unisensoriel, ce n'est pas toujours la même chose, tous les autistes n'ont pas les mêmes. D'accord, la caricature de l'enfant qui ne supporte pas les bruits forts, c'est vrai, mais il y a des enfants qui n'ont pas du tout de problématique, et ça n'écarte pas l'autisme. D'accord, il y a des enfants qui se hyper-stimulent auditivement, qui sont très bruyants, qui qui saturent au niveau auditif. Vous voyez, donc vous avez toute la dimension qui est représentée. Oui, justement, Anouk, vu que le spectre il est très très large, donc c'est compliqué, mais moi imaginons je suis prof de collège, de lycée, bon, prof à l'université aussi,
Et à un moment donné, est-ce qu'il y a des caractéristiques, on va dire, de jeunes auxquels en fait, on n'arrive pas à compenser, ou on ne comprend pas l'enfant, et comment l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, et comment faire quand je suis face justement à des comportements peut-être que je ne comprends pas, comment mieux compenser pour qu'ils suivent un parcours mieux intégré, qu'on soit vraiment dans l'inclusion, on va dire, sociétale, mais aussi scolaire et universitaire. Est-ce que tu peux nous donner quelques... Pas des recettes, ça n'existe pas bien sûr, comme je le dis souvent, mais quelques points saillants qui pourraient nous faire mieux comprendre comment parfois on peut aménager des choses, compenser des choses sur lesquelles on n'aurait peut-être pas pensé quand on est enseignant et qu'on n'a pas la connaissance. Alors, d'abord, y penser. Tout de suite, y penser avant de faire des inférences sur... Nous, on a une inférence sociale. Nous, on est des êtres sociaux. Il fait comme ça, vous avez vu, notre pression développementale, elle est orientée comme ça. Donc, on va essayer de comprendre les comportements des autres, d'abord à visée sociale. Si vous faites ça, c'est parce qu'elle ne m'aime pas, c'est parce qu'elle ne veut pas être avec moi. Enfin, il y a vraiment... L'inférence sociale est prioritaire dans toutes nos analyses du comportement, d'accord, d'autrui. Vous balayez ça, et d'abord, vous faites une inférence sensorielle. Vous vous dites, si ce comportement-là émerge, d'abord, alors, il y a la question de la douleur, enfin, des réactions qui sont... liés à des mal-être douloureux. Ça, c'est du sensoriel, mais c'est du sensoriel médical. Voilà, la première intention, c'est ça. S'il y a un nouveau comportement qui arrive, pourquoi c'est bizarre, machin, d'abord, on pense aussi à ce qu'il y a des processus douloureux, c'est un comportement, un trouble du comportement. Et puis après, sur tout comportement qui sont atypiques, qui ne sont pas compréhensibles pour vous, vous n'avez pas les clés. La première chose à penser, c'est qu'est-ce que sensoriellement cet enfant fait? Est-ce qu'il se stimule sensoriellement? Est-ce qu'il recherche du sensoriel, et c'est pour ça qu'il a ce comportement-là, ou est-ce qu'il évite du sensoriel, et c'est pour ça qu'il a le comportement. Vous voyez, ce sont deux aspects, les deux pôles, hyper-hypo. Parce que vous avez des enfants qui vont faire ça, alors il y en a un qui va faire ça parce qu'il a mal à la dent, d'accord, et il y en a un qui va faire ça parce qu'il a une hyposensorialité tactile et qu'il a besoin d'avoir des afférences sensorielles, comme tout à chacun, nous on en a tous, et donc il va rechercher. Donc le même comportement peut avoir deux significations différentes. Donc, vous pouvez pas être et expert en pédagogie et expert en autisme et etc. Donc, penser à ça, ça veut dire surtout communiquer avec des gens et leur dire, il faut que les gens qui connaissent cet enfant me décrivent la sensorialité de cet enfant. Puisque maintenant je sais, puisque j'ai eu ce cours, que normalement, quand on décrit l'autisme, quand un diagnostic d'autisme est posé, il y a une évaluation sensorielle. Vous avez vu? On est obligé d'évaluer sensoriellement cet enfant pour reconnaître qu'il a des particularités sensorielles. Donc il faut s'appuyer sur des professionnels qui vont évaluer la sensorialité de l'enfant et qui vont vous faire un espèce de CV, curriculum vitae. L'enfant a ces profils sensoriels-là. Et effectivement, il n'y a pas de message clé. Si vous avez un enfant autiste comme ça, l'autre enfant, il n'aura rien à voir avec celui que vous avez vu. Il y a des grands stéréotypes, il y a la pression tactile, l'effleurement tactile et la pression tactile, et il y a l'audition qui sont hautement partagées à plus de 70% des enfants avec autisme, c'est-à-dire les bruits aigus, les bruits non attendus, les bruits forts comme ça et un peu explosifs. Ça, c'est quelque chose qui est majoritairement extrêmement mal modulé par les enfants TSA. C'est pour ça que c'est l'explosivité, les feux d'artifice, les mouvements imprévus, les bruits imprévus, les bruits forts. L'aspirateur, c'est aussi ça, c'est le côté comme ça qui arrive, non anticipable, qui est désagréable. Mais vous pouvez avoir des enfants qui vont adorer le bruissement de l'aspirateur et se coller sa tête sur l'aspirateur. Vous voyez ? Donc vous avez des comportements qui sont atypiques. Et ces comportements, vu que là tu es sur les enfants, mais voilà, donc je suis prof en collège, en lycée, ils ont 17-18 ans, je suis prof à l'université, je vois des comportements peut-être bizarres, je vais voir le service phase à un moment donné, et justement il y a ces professionnels qui vont donner un certain profil, et est-ce qu'après on va pouvoir justement, avec ce profil grâce à la ressource extérieure, le professionnel, le spécialiste, est-ce qu'après on va pouvoir justement échanger avec les enseignants, avec le personnel spécialistes à l'université, les référents handicap et les accompagnants, mais aussi en collège et en lycée, il y a aussi des enseignants spécialisés. Tout à fait. Et donc, du coup, derrière, avoir un espèce de curriculum vitae, une description du profil, on appelle ça le profil sensoriel, d'accord? C'est le profil sensoriel de la personne, donc l'adulte, l'adolescent ou l'enfant. Vous avez les gens qui font ces profils-là associés aussi au profil des préconisations, des pistes.
D'accord. Donc ce serait bien de... il a une hypersensibilité auditive, donc il y a le casque anti-bruit, par exemple, qui peut être utilisé dans certaines situations, pas tout le temps, hein, on est d'accord. Ou il a une hypersensibilité tactile, donc il faut éviter tout frôlement, et c'est aussi pour ça de vous communiquer que le frôlement, l'habillage, les soins d'hygiène chez l'enfant, c'est très compliqué. Souvent on dit que c'est éducatif. Pourquoi ces enfants-là, on n'arrive pas à leur laver les cheveux, leur couper les ongles, leur couper les cheveux, l'habillage est compliqué, certains lassages de chaussures où il y a des enfants qui se baladent en sandales toute l'année et qui ne peuvent pas mettre des chaussures fermées, etc. Tout ça, c'est le tactile superficiel. Et à côté de ça, c'est très apaisant pour eux, la compression forte, la tactilité profonde, le tact profond. Donc vous voyez, il ne faut pas être caricatural sur le tact, par exemple, parce que le frôlement, la bise, et les soins d'hygiène, ça peut être très compliqué. Et en même temps, si vous saturez un peu et la compression profonde, parce que le tact profond est par contre source de relaxation et de bien-être, c'est aussi la majorité des personnes qui sont sur le TSA. Donc, il faut s'aider des professionnels qui font les évaluations et après, il faut tester. Il faut tester des choses, il faut proposer des choses à l'enfant et puis vous allez voir son comportement qui s'apaise ou qui ne s'apaise pas. Et puis il faut observer, il faut passer beaucoup de temps à observer quand est-ce que ces comportements arrivent, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement, qu'est-ce qui a changé, etc. Puis se faire confiance parce que c'est souvent, les gens me disent, oui mais moi aussi j'aime pas, je vous ai mis des témoignages par exemple pour le tact. Je ne sais plus si j'avais mis là-dessus, c'est une personne écoutiste qui décrivait à quel point elle ne pouvait pas toucher la laine. J'ai plein de gens à chaque fois qui me disent ça, ils me disent, mais moi non plus, je ne peux pas toucher la laine. Oui, mais voilà, donc bien sûr que c'est partagé, ce n'est pas pathognomonique de l'autisme. On a tous des particularités sensorielles. Leur modulation est impossible, par contre. Donc du coup, pensez que c'est l'amplificateur qui est chez eux, d'accord ? Mais vos particularités sensorielles, bien aimées, tout ça. Il y en a qui n'aiment pas aussi le fleurement. Il y a des gens qui peuvent décrire ça et sont obligés d'être autistes pour ne pas aimer le fleurement. Tout ça, c'est des particularités sensorielles. Donc, on peut aussi un peu se faire confiance sur notre analyse aussi de la situation. Et après, il faut proposer des choses. Donc, proposer des choses, c'est des choses de compensation. On essaye d'enlever quelque chose de sensoriel de l'environnement, de le protéger ou de lui donner. D'accord ? Et on voit si ça apaise et si ça lui permet d'être dans un bien-être et dans un plus de confort. Oui, vous pouvez poser des questions. Vu qu'il y a la vidéo, il faut qu'il y ait l'audio aussi. Pas de problème. Bonjour, donc moi je suis Léa Douziel, je suis chargée d'accompagnement spécifique sur le site de la Victoire à l'Université de Bordeaux. Et je voulais compléter juste aussi sur le fait qu'on peut aussi s'appuyer tout simplement sur la personne, parce que nous on a donc des étudiants qui se connaissent aussi bien, qu'au niveau de leur profil justement, c'est eux les experts. Et moi, je m'appuie aussi sur leur connaissance d'eux-mêmes pour les conseils qui vont être donnés ensuite aux enseignants, aux personnes avec qui ils vont être en interaction. J'ai ma déformation de pédopsychiatre qui fait la gestion des enfants petits. Mais tout à fait. Donc, petit, le profil sensoriel, il faut absolument le faire précocement. Quand les enfants ne parlent pas. Mais après, c'est vrai que de toute façon, les gens, les personnes avec autisme, comme vous pouvez le voir dans les témoignages, ils se connaissent. Ils savent ce qui leur va, ce qui leur va pas. Ils ont appris à mettre en place des systèmes de compensation. Et si en plus vous les aidez à les nommer, en fait, ils se rendent compte aussi qu'ils l'ont fait tous sans s'en rendre compte. D'accord ? Il y a des choses qu'ils ont mis en place dans leur environnement, qu'ils ne savaient pas appeler ça des adaptations sensorielles, alors qu'en fait, ça en est. Et voilà, c'est le support principal. Et puis pour les enfants petits qui sont dans les classes de primaire ou de maternelle, c'est de tester des choses, effectivement, et s'appuyer sur les professionnels. Alors la température, c'est particulier. Intégré dans les perceptions sensorielles, il y a la question de la température. Donc ça aussi, parce que ça entraîne des conduites potentiellement pas à risque, mais un peu, hein, d'accord, donc de la dangerosité, parce qu'ils n'ont pas forcément une perception des températures comme nous. Il y a aussi une notion qu'il faut que vous compreniez, parce que ça peut expliquer certains des comportements qui ne sont pas compréhensibles, c'est la persévération de la sensation. Il y a des choses qu'ils peuvent sentir et le stimuli n'est plus là. C'est-à-dire que le comportement et la réaction comportementale restent présentes alors que la stimulation sensorielle n'est plus là. Donc c'est valable pour la douleur, mais c'est valable pour d'autres stimulations. Donc ça, c'est décrit plus chez eux que chez d'autres personnes. D'accord ? C'est la question du filtre et de la persévération sensorielle. Dysesthésie, main, etc. Donc vous avez tous les sens. Hein. On a repris tactile, visuel, olfactif, goût. Et puis il y a les deux autres qui sont aussi importants et qu'on néglige des fois, l'appareil vestibulaire et la proprioception. Ce qui explique aussi beaucoup tous ces comportements qu'on n'arrivait pas trop, donc on a nommé stéréotypie, hein, le balancement. D'accord, ces enfants autistes qui, dans nos fantasmes, qui étaient souvent à se balancer, mais c'est aussi les tournoiements, les allers-retours,
d'accord, dans la cour de récréation, en traînant sa main sur le mur, alors c'est tactile, mais c'est aussi les mouvements, d'accord. C'est ces enfants qui cherchent la hauteur, qui cherchent à grimper aussi, ou c'est ces enfants qui marchent sur la pointe des pieds, d'accord. Alors la pointe des pieds, c'est plein de choses qui peuvent être différentes. Chez un enfant, ça peut être la sensation de déséquilibre. Chez l'autre enfant, ça peut être l'insupport, on l'a vu sur certains témoignages, du contact, d'accord, au sol. Voilà. Je ne vais pas m'attarder. Donc la syncinésie, je ne m'attarde pas non plus, donc vous avez compris. Ça, c'est pareil, un très beau livre à aller lire, c'est passionnant. De comprendre comment ces supports sensoriels nous aident aussi les aident aussi, eux, à avoir une façon de traiter l'information particulière, parce qu'ils peuvent s'appuyer comme ça sur la multisensorialité pour être plus compétents. D'accord, ça permet des algorithmes plus larges. Alors, ensuite, sur la façon cognitive de traiter l'information, si vous voulez qu'on reprenne mon schéma, on était un peu sur la prise sensorielle qui était à cheval entre le cerveau et l'environnement. Ouais, cette diapo bug à chaque fois, donc je ne vais pas vous remettre la diapo, mais vous vous souvenez, la perception sensorielle, traitement cognitif, le cerveau, et après la sortie. Et bien, dans le traitement cognitif, la recherche neuroscientifique, ce qu'elle a mis en avant, c'est un traitement cognitif qui est particulier et qui touche une fonction développementale qui est connue et qui est typique chez la personne, qui est ce qu'on appelle la cohérence centrale. La cohérence centrale, c'est que le cerveau typique, il fonctionne après avoir analysé son environnement et été chercher l'information. Ce qu'il fait, c'est qu'il va faire de l'économie aussi, pour pouvoir stocker de plus en plus et comprendre de plus en plus. Donc il va essayer tout de suite de faire émerger un sens. Il ne va pas traiter l'ensemble des choses en détail, tout le temps. Donc je ne vais pas me souvenir du nombre de personnes qu'il y a ici, je ne vais pas me souvenir forcément de la couleur de la salle, mon cerveau ne va pas traiter ça comme ça, il ne va pas traiter en détail, il va en sortir un concept, et il va se dire, ouais, le concept c'était la salle de l'amphi, agréable, années 80, enfin, il va en sortir des concepts, d'accord. Et c'est une fonction psychologique qui nécessite une intégration entre plusieurs zones du cerveau, pareil, d'accord, et qui est indispensable pour comprendre l'environnement social. Parce que l'environnement social, c'est plein de détails qui changent tout le temps, qui bougent tout le temps. Donc pour que ce soit compréhensible, pour qu'on partage des codes sociaux, des conventions sociales, on épure le code, d'accord. On dit pas, pour être en situation duel, il faut être avec une jeune femme, ou une femme âgée, ou un homme, ou un enfant, ou vous voyez, on épure l'information, on garde l'essentiel, et du coup, on traite l'essentiel. Ça, c'est la cohérence centrale. Et alors, comment on le teste ? Ça, c'est issu de plein de recherches scientifiques. D'abord, ça se teste parce que c'est une force qui nous empêche d'être bons dans les détails. Comme on extrait, par exemple, vous allez me dire, à nous, combien il y a de personnes dans la salle ? Je vais être pas bonne. Je vais pas vous voir. Donc, on va me dire, oh là là, tu ne traites pas du tout ton environnement avec les détails. Tu n'es vraiment pas intellectuellement efficace. Et oui, effectivement, je ne suis pas efficace. Mais parce que j'ai la cohérence centrale, d'accord ? J'ai cette façon d'extraire. Une personne avec TSA, il va analyser tout en détail. Mais ça va pas être difficile pour lui, parce qu'il ne va pas avoir à résister contre la force de la cohérence centrale. Nous, pour voir les détails de cette information, on est obligé d'inhiber que c'est un visage de femme. Et après, on peut dire, ah oui, c'est vrai, pardon. Il y a un papillon, une fleur. Vous voyez, je mets du temps à analyser l'environnement. Parce que ma pression, c'est d'abord de dire c'est une femme. En bas, c'est pareil. Ma pression, c'est, si on me dit, t'as vu le ballon ? Oh là là, le ballon, je mets du temps à trouver le ballon parce que ma pression, c'est une photo de collectif, de jeu, de social, etc. Si on me demande de trouver le triangle dans le berceau, c'est pareil. Je vais prendre X temps parce que d'abord, je vois l'image du berceau. La personne qui a un fonctionnement autistique n'a pas la cohérence centrale. Donc, c'est une déviance du développement. Mais du coup, qu'est-ce que ça lui permet de faire ? D'être hyper plus rapide que moi pour trouver le triangle, pour trouver le ballon, pour reconnaître les figures cachées. Donc ça, c'est plein de tâches comportementales et en psychologie cognitive qui ont été faites chez les personnes avec autisme et les personnes non autistes et qui ont montré qu'ils sont beaucoup plus performants que nous dans les figures cachées et dans tout ça, parce qu'ils n'ont pas la cohérence centrale. Mais du coup, ça explique pourquoi ils ont du mal avec le social. Parce que pour eux, le social, c'est à chaque fois différent. D'accord ? Il n'y a pas le concept. Et donc c'est ça, une vie sans cohérence centrale. D'accord ? C'est à chaque fois de voir les choses en détail. Donc on n'interprète pas les situations parce qu'on n'a pas extrait le sens et le concept. Alors ça aussi, c'est pareil, on retourne sur les témoignages, les gens le décrivent très bien, cette formation de l'idée générale, d'accord, qui leur empêche d'arriver pour les pédagogues que vous êtes à la catégorie notamment, d'accord. Qu'est-ce que c'est dans le développement de l'enfant, ça vous avez vu en école primaire, c'est la possibilité du coup de catégoriser. La banane, elle peut être jaune, elle peut être verte, elle peut être grande, elle peut avoir une feuille, c'est une banane.
Sauf si, dans la façon dont fonctionne le cerveau, pour être une banane, il faut être jaune, sans feuilles. Parce que la première fois qu'on a vu une banane et que quelqu'un nous a dit c'est une banane, elle est jaune, sans feuilles. D'accord ? Donc du coup, la catégorisation, elle est très compliquée. Et du coup, la conceptualisation... Donc en fait, si tu es enseignant à l'école, au collège, au lycée, à l'université, que tu es enseignant, quand tu prépares des supports, on comprend mieux pourquoi il y a des serious games où il y a simplement des expressions... tout est élagué pour aller vraiment à l'essentiel. Sinon, on est assailli par des milliards de stimuli, que ce soit visuels, auditifs et autres. Et donc, là, il faut faire très attention à comment présenter les choses. Oui, et en même temps, il y a deux aspects. Il faut comprendre que c'est comme ça qu'eux, ils analysent des choses. Mais en même temps, il faut compenser parce que c'est quand même une déviance. Ils n'ont pas aussi la fonction qui leur permet d'accéder à quelque chose qui va être nécessaire plus tard pour eux. Donc, il faut aussi entraîner cette fonction nécessaire. Donc, notamment, il faut effectivement, quand on traite quelque chose, enlever le superflu, si vous êtes en train de traiter du lexique ou de faire un apprentissage très spécialisé. Et en même temps, il faut penser tout de suite à la généraliser, à se dire, oh là là, ce que je suis en train de lui apprendre, ça va être collé, binaire. Donc, si je veux qu'il comprenne le concept, il faut vite que je change quelque chose. Comprenez ? Donc, je change un tout petit peu mon support la prochaine fois, mais un tout petit peu, juste pour que, en même temps, vous apprenez la généralisation. Ou je ne le fais pas. C'est ça qui crée les malentendus dont on va parler à la fin, c'est qu'il y a des compétences que les enfants apprennent avec une personne, parce que c'est appris et c'est collé, d'accord ? Comme je vous dis, le concept n'est pas tout de suite, les supports de l'intégration ne sont pas acquis. Et du coup, cet enfant ne va plus pouvoir le faire avec une autre personne, parce que le contexte a changé, et que du coup, tu comprends, l'analyse environnementale a changé. Donc, c'est pas apprendre à écrire, c'est apprendre à écrire avec Stéphanie ou avec Julie. Donc, si c'est Bernard qui me demande à écrire, je vais pas avoir ma compétence qui va émerger. Pour ça, il faut qu'il y ait des personnes régulières. Donc, il faut généraliser régulières. les choses. Et pour généraliser les choses, il faut l'avoir en tête dès le départ quand on travaille avec eux. Mais c'est pareil, il ne faut pas être sauvage non plus. Il ne faut pas multiplier les changements. Parce qu'on a vu que les changements, c'est à accompagner. Donc c'est à doser. Alors, ma chère Anouk, juste, oui, je vois l'heure qui défile. Alors, je suis aussi le maître du temps. Est-ce qu'il y a des choses essentielles, justement? On enlève tout le périphérique, le noyau central à dire, et puis un petit échange pour ceux qui veulent s'exprimer ou poser une question, profiter qu'Anouk soit là. Donc, les neurones miroirs, c'est l'intégration. Et alors, je vais aller dans la fin. Alors, pas d'indifférence au monde social. C'est ça ce qu'on ne comprend pas, d'accord ? Ils n'ont pas d'indifférence au monde social, ils ont des difficultés d'accès au monde social. Ils n'ont pas d'opposition ou de provocation, ils ont plein de choses de comportement qui sont liées à des anomalies sensorielles, perceptives et des anomalies de théorie de l'esprit. Se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas compréhensible pour eux. Ils ne sont pas pédants, ils ne sont pas pervers, ils ne sont pas manipulateurs. Ce qu'on peut aussi penser d'eux, c'est que leur communication, elle n'est pas non-verbale, elle est littérale et elle est systématique. Et leur capacité d'apprentissage, elle est basée sur une adaptation aussi, parce que comme on a vu, leur fonctionnement est possible, leur apprentissage est possible, c'est juste que leur façon d'apprendre, elle va être un peu différente et elle va être adaptative. Connaître, apprendre, comprendre, donc parlez moins longtemps que moi, en tout cas ajuster les choses. Il faut que vous connaissiez ce que c'est que l'autisme pour pouvoir comprendre et analyser les comportements. Et ensuite, la principale chose qu'il faut faire quand on est face avec une personne avec TSA, c'est anticiper et prévenir. Parce que finalement, si ça, c'est la première étape. Anticiper et prévenir, c'est quoi ? C'est faire des adaptations sensorielles dont on a parlé, faire des adaptations de l'environnement, que l'environnement soit toujours un peu compréhensible pour eux, et adapter notre communication. On l'a vu. Nous, on utilise du non-verbal tout le temps. Il faut qu'on comprenne que cette utilisation n'est pas perçue et que nous ne devons pas attendre l'utilisation de cette communication non-verbale chez eux. Et limiter effectivement notre interprétation sur l'intentionnalité de leur comportement. Leur intentionnalité sociale n'est pas du tout... leur intentionnalité n'est pas sociale. Ils font quelque chose, vous allez l'interpréter comme étant une fonction sociale, alors que c'est rarement le cas. D'accord ? Leur comportement est dicté par une intentionnalité qui n'est rarement sociale. Et je suis désolée parce qu'effectivement, j'ai parlé beaucoup trop longtemps et j'ai pas eu le temps de vous parler des neurones miroirs alors qu'on avait très envie de partager l'empathie des neurones miroirs. Donc, s'appuyer sur leurs points forts et surtout communiquer avec les gens, avec eux, avec les familles, pour généraliser les apprentissages, pour comprendre leur profil et pour s'ajuster au mieux à leur individualisation. Parce que connaître l'autisme, c'est une chose, mais tous les autistes sont différents, donc il faut aussi connaître votre interlocuteur. Mais, oui, on peut applaudir Anouk, bien sûr. Merci Anouk. Il nous reste juste quelques petites minutes. Si certains ou certaines veulent poser des questions, n'hésitez pas. Isabelle Huette, service phase à l'Université de Bordeaux.
Et donc je m'interrogeais sur le problème de la fluctuance, parce que du coup, vous dites, bon, ils peuvent être hyper ou hyposensibles, mais si ça fluctue en cours de, je sais pas, d'évolution, comment faire pour s'adapter du coup? Parce que ça va être encore plus compliqué. Alors, la fluctuation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour s'interroger toujours par rapport au changement ou par rapport aux compensations qu'on propose. C'est-à-dire qu'il y a faut prendre ça dans une question dynamique. Après, ce n'est pas une fluctuation qui touche du jour au lendemain, rassurez-vous. C'est surtout une fluctuation dans la vie et dans le développement de la personne. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, il est hypersensible au bruit que quand il aura 84 ans, il sera toujours avec son casque anti-bruit. C'est ça que ça veut dire. Et qu'à un moment donné du trajectoire, tout d'un coup, cet enfant ne peut pas avoir des comportements de stimulation auditive. Alors que vous l'avez toujours protégé, par exemple, de la stimulation auditive, tout d'un coup, il y a des enfants qui se mettent à se surcharger auditivement. Ben voilà, ça fluctue. D'accord ? Là, ils ont besoin d'une espèce de saturation, de surdose auditive. Et on voit des enfants qui avaient tout un parcours de vie précoce avec vraiment de l'inconfort et de la gêne, voire de la douleur à certains bruits forts. Et puis qu'à l'adolescence, ils ne peuvent que mettre les choses à des décibels de... Alors vous avez peut-être des histoires comme ça autour de vous, mais moi, j'en ai aussi pas beaucoup. C'est-à-dire que ça fluctue dans le même sens. Après, c'est pas l'idée de ne pas dire... ça fluctue d'un jour à l'autre, et donc du coup l'accompagnement commence à être complètement désorganisé, très compliqué. C'est plutôt dans la vie, et c'est surtout pour veiller à toujours réinterroger où on en est, voilà, parce que c'est pas stable. Aux gens qui travaillent à l'université. Pas d'autres questions? J'aurais juste une petite dernière, après on arrête. On parlait d'invisibilité justement, nous ça nous pose pas un problème, mais se dire, voilà, il y a des personnes qui s'autocompensent, justement, qui ont appris à compenser. Vu que c'est invisible, on ne veut pas non plus qu'il y ait un regard sur moi, donc je compense, je suis en réussite, je chemine, donc je n'ai pas besoin d'être présenté comme une personne avec un trouble autistique. Mais justement, si tu peux me parler un peu de l'invisibilité, puis il y a l'invisibilité que certains, et c'est leur libre arbitre, ne veulent pas déclarer, donc ça c'est très bien. Et puis il y en a d'autres qui n'osent peut-être pas, à cause du regard d'autrui. Donc est-ce que vous avez des approches un petit peu liées à cette invisibilité, où ils s'autocompensent? Alors l'invisibilité, alors il y a la question du regard d'autrui, mais qui est pas forcément... C'est surtout que les difficultés qu'eux peuvent percevoir, ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas de neurones mireurs et des théories de l'esprit aussi, forcément la capacité de se dire que l'autre est différent, d'abord, ou que, donc du coup, à afficher qu'ils ont besoin de compensation, puisque cette question-là, ou que l'autre peut les aider. D'accord ? Donc il y a ça, de la demande d'aide, la demande d'accompagnement, c'est une compétence sociale. D'accord ? Ce n'est pas une compétence de langage, c'est une compétence sociale. Donc, pour un trouble du social, vous n'avez pas cette compétence-là. Donc, il faut se dire qu'il ne faut pas attendre forcément que l'individu demande et se dire, s'il ne demande pas, c'est qu'il n'a pas besoin et il ne veut pas qu'on le stigmatise. Non, allez d'abord interroger si c'est tout simplement parce qu'il n'a pas l'idée de demander et parce que dans son fonctionnement social, la demande n'est pas acquise comme étant une source d'aide. Donc ça, c'est un positionnement professionnel qu'on doit avoir, attention. Ensuite, il y a des gens qui, plus on a un niveau cognitif, c'est comme ça notre cerveau fonctionne, plus on arrive à compenser. Nos réseaux sont faits pour compenser aussi des fonctionnements et pour arriver à fonctionner. Donc ces personnes qui ont un niveau cognitif qui est suffisant vont compenser eux-mêmes. Et là, eux, ils peuvent se dire aussi, j'ai pas envie de cette différence. Donc il y a la vraie réalité de dire, mais ils pourront vous le dire si vous les interrogez. C'est là où vous ferez le tri. Ils n'ont pas envie de la différence, ils n'ont pas envie de cet affichage-là, et ils ont un niveau de compensation qui est suffisant pour être épanouis, pour vivre dedans. Quand on parle de trouble, et à chaque fois qu'on parle de trouble, il y a quelque chose que j'ai été vite sur une donnée, c'est qu'en développement, le trouble, il n'est pas que lié à un fonctionnement particulier. On peut parler de fonctionnement particulier. On bascule dans la notion de trouble, nous médecins, quand il y a un handicap, c'est-à-dire quand le retentissement de ce fonctionnement-là crée un défaut, soit d'apprentissage, soit d'intégration, soit émotionnel chez la personne. Il y a quelque chose qui se passe qui doit être accompagné. Donc il y a des gens qui pourraient être, on appelle ça le BAT, BAP aux États-Unis, le Broad Autism Phenotype, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des gens qui ont un fonctionnement comme je vous le décris, mais le niveau de besoin et le niveau de compensation qu'ils ont atteint est sans source d'handicap réel dans le quotidien. Donc cela ne relève pas du trouble. En France, on a encore des marges de manœuvre. Donc l'invisibilité, ça dépend un petit peu effectivement de la 3 couleurs. Et l'invisibilité, c'est surtout aussi
comme je vous le dis, c'est très hétérogène, donc c'est invisible parce que c'est polymorphe. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, il y a le site du CRA Aquitaine pour aller plus loin. Il y a plein de choses sur Internet. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci d'être venu. En tout cas, on a appris des choses. Moi, j'ai pris plein de notes aussi. Donc voilà, c'était très bien. Et puis, ça sera sur la vidéo. On peut reprendre des choses plus calmes, à faire des arrêts sur image. C'est ça qui est intéressant, grâce à la vidéo dès demain. Merci, docteur Anouk Amestoy. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous.